Les manifestations qui secouent l'Iran depuis maintenant la fin décembre sont des manifestations qui prennent leur essence dans des revendications économiques, financières, liées en fait à l'effondrement de la monnaie iranienne face au dollar, à la suite aussi de différentes décisions politiques, mais qui en fait sont rapidement devenues politiques avec des revendications liées notamment à la nature du régime, avec des contestations également liées sur l'ouverture du pouvoir. Ce sont des manifestations qui ont lieu certes dans des grandes villes comme Téhéran, mais aussi dans plein de petites villes, dans des villages. Là, on sait aussi que la précarité économique est importante, le chômage est important, beaucoup de jeunes sont en déshérence, qui restent cependant en fait d'une faible ampleur. Elles sont présentes, on les voit sur les réseaux sociaux, notamment Telegram, où il existe en fait des groupes iraniens qui partagent ces informations, mais on n'est pas dans des grandes manifestations de masse qui menacent en fait directement le régime. Les manifestations sont parties des milieux dits du bazar, qui sont en fait des milieux commerçants, des petites PME, qu'on trouve aussi surtout à Téhéran, dans les grandes villes, mais également dans d'autres endroits. Alors il y a beaucoup de fantasmes en fait qui existent sur la composition sociologique des membres du bazar. Ils ont été très présents d'ailleurs au moment de la révolution de 1979. Ils étaient d'ailleurs des piliers économiques et politiques de l'Iran impérial, qui a amené d'ailleurs en fait le début de la contestation, puisqu'il y avait des contacts qui existaient avec les milieux d'opposition. C'est plus trop le cas aujourd'hui. Les bazaris en fait sont souvent des petits commerçants dont certains sont dans la précarité, même s'il y a des grands commerçants très riches qui vivent en dehors des grandes villes. Ce sont aussi sociologiquement, politiquement des milieux qui sont plutôt proches des milieux conservateurs. Il y a donc aussi les questions qui doivent se poser sur la sociologie politique des manifestants. On voit à travers la jeunesse, on voit à travers un public pauvre, précarisé, que ce sont principalement ces couches de la population qui manifestent dans ces revendications qui sont donc à la fois financières, économiques, sociales, mais aussi politiques. Une question cependant intéressante à se poser, c'est un peu la sociologie politique de ceux qui ne manifestent pas. Pourquoi est-ce que justement on n'est pas face aujourd'hui à des manifestations de grande ampleur, comme on l'a vu notamment en 2009 avec la réélection frauduleuse de Mahmoud Ahmadinejad à la présidence de la République, qui avait vu des centaines de milliers d'Iraniens être présents dans la rue. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Pourquoi est-ce que la grande partie des Iraniens ne manifestent pas? De la peur, de l'attentisme, de l'apathie, autre chose. Ce sont des questions qui seraient importantes aussi à se poser. Il est encore très difficile de savoir exactement sur quoi vont déboucher les manifestations. On n'est pas en fait dans une comparaison avec le mouvement Femmes, Vie, Liberté, qui s'est beaucoup plus diffusé en fait dans l'espace, dans le temps, mais aussi sociologiquement. On est en fait dans une situation où, à nouveau, à l'intérieur de l'Iran, il manque d'une opposition claire, structurée, organisée autour d'un leader clairement identifié, avec des revendications politiques qui sont claires et qui amènent aussi une grande partie de la population à y adhérer. On sait que la contestation en fait, de la part de la population, la défiance même, à l'égard de la République islamique est de plus en plus forte. On sait d'ailleurs aussi, via divers sondages qui ont été commandés par le régime, mais qui ont fuité, qu'aujourd'hui à peu près 30% de la population iranienne ne croit plus à une réforme, alors que 90% souhaitent aussi, reconnaissent d'ailleurs que le pays ne tourne plus rond, mais une grande partie de la population n'a plus aucun espoir en fait, ni aucune confiance dans le régime, et on sait d'ailleurs que ce sont principalement les jeunes qui sont derrière cette défiance, dans une attitude très nihiliste en fait, à l'égard de la République islamique. Mais on est face encore une fois à une action collective, d'acteurs non collectifs. Et donc cette désorganisation, ce manque de structuration, ce manque de plateforme commune fait en fait que cet obstacle est très difficile à dépasser pour enclencher un réel transfert du pouvoir, une réelle réforme en fait, encore moins un changement de régime, d'autant plus que le régime semble assez fort aujourd'hui, il n'y a pas de brèche, il maintient une cohésion. Des questions sont évidemment abordées sur Khamenei, sur son décès, sur la suite, sur une éventuelle prise de pouvoir de la part des militaires. Mais en tout cas, on n'est pas dans la situation, à ce stade, d'une opposition à l'intérieur de l'Iran qui parviendrait à prendre le pouvoir. We're watching it very closely. If they start killing people like they have in the past, I think they're going to get hit very hard by the United States. En fait, les conséquences et les pressions, les contraintes les plus fortes pourraient peut-être venir de l'extérieur, surtout à la suite de l'opération qui a été menée par l'administration Trump au Venezuela, l'enlèvement de Maduro, et les déclarations qui existent aussi de la part de Trump à l'égard de la République islamique. La République islamique, le régime est toujours aussi dans la peur de ce qui s'est passé en juillet dernier avec la guerre des 12 jours et les frappes réalisées par Israël mais aussi par les États-Unis. Et donc il y a une véritable paranoïa qui existe à l'intérieur du régime, on l'a vu à travers des déclarations, on l'a vu aussi à travers toute série d'arrestations.
Il faudra voir un peu comment justement le régime y réagit. Est-ce qu'il y a un raidissement? Est-ce qu'il y a une tentative d'ouverture? On sent peut-être en fait plutôt plus maintenant une paralysie, une sorte de tétanisation par rapport à la situation où le régime n'est pas encore face à des manifestations de grande ampleur qui parviendra à le renverser, mais où il est incapable d'agir, où sa marge de manœuvre est limitée du côté du gouvernement dirigé par le réformateur, mais aussi sur l'international où son poids, tel qu'elle existait avant la disparition de certains proxys, comme le Hamas, le Hezbollah ou certaines milices en Irak, en fait n'existe plus. On est en fait peut-être aujourd'hui dans la situation d'un Iran, d'un régime islamique qui est en fait en fin de règne. C'est la fin du règne de Khamenei qui est en place depuis la fin des années 80, qui aujourd'hui est très vieux, on le dit malade aussi depuis très longtemps, qui semble aussi assez dépassé par les événements, qui d'ailleurs traîne aussi cette image de s'être caché durant la guerre des 12 jours avec Israël, et qui finalement a toujours eu aussi cet attentisme qui devient aujourd'hui problématique en fait pour sa survie, pour la survie du régime. Et donc c'est peut-être en fait la fin de son règne qui est en train de se matérialiser, donc beaucoup de questions sur la suite. Qui lui succéderait? On n'a toujours aucune information sur le nom de la personne. Et est-ce qu'on n'aurait pas aussi en fait l'avènement peut-être définitif du pouvoir militaire des passes d'Aran et qui transformerait l'Iran non plus en une république islamique, mais en dictature militaire autoritaire comme on retrouve ailleurs? Ce sont un peu les questions qui se posent aujourd'hui sur la suite de l'évolution politique de l'Iran.